Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être nombreux à cet atelier animé aujourd'hui par Christophe Le Sobre. Alors Christophe Le Sobre, effectivement, c'est bien moi. Tu t'es pas trompé jusqu'alors. Ça promet pour suite de la présentation. Donc moi je suis en charge de l'innovation et du développement dans la filière solutions de paiement au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et CIC. Que j'ai rejoint il y a 7 mois auparavant. J'étais chez Orange, trésorier d'entreprise pendant une vingtaine d'années, spécialisé dans les moyens de paiement. Et moi, donc, c'est Imad Ben Mariam, je suis le directeur de Datalogue Finance. Alors, le paiement instantané, juste pour un petit rappel, je pense que vous êtes au fait du sujet, juste pour rappeler au travers de ce Slack que c'est un moyen de paiement pan-européen, c'est le premier moyen de paiement, c'est quand même une nouveauté puisque jusqu'alors on s'est quand même attaché à migrer des moyens de paiement domestiques dans un environnement SEPA. Je pense au SCT, je pense au SDD, et puis je pense aussi à ce qu'on essaie de faire avec la carte. Un moyen de paiement basé sur le SEPA Credit Transfer avec les avantages que ça lui confère, notamment l'irrévocabilité du moyen de paiement. Alors sur ce slide, on dit on vise la réduction du cash, mais pas que, on va le voir après, puisqu'il y a des cas d'usage qui sont extrêmement intéressants à travailler, et des parcours clients qui vont nous permettre d'apporter de la vraie valeur et du service à nos clients. Et pour une première fois, on est quand même à la croisée des chemins. Pendant longtemps, on a utilisé des moyens de paiement qui venaient finalement dénouer une opération commerciale. Je vous vends un service, je vous vends un bien, et puis pour dénouer cette opération commerciale, le paiement venait dénouer cette relation. Avec le paiement instantané, le fait qu'il soit complètement pensé autour de la digitalisation, du monde du mobile, on va essayer d'y trouver dans les parcours clients, je pense qu'on aura un petit peu de temps d'en parler, on va essayer d'y trouver un peu de valeur. Le fait que d'apporter notamment... on sait que dans une relation commerciale, quand il y a une difficulté lors du traitement du moyen de paiement, ça peut très vite impacter cette relation, notamment parce qu'on n'arrive pas à identifier le client, qu'on le relance de manière intempestive. Dans certains métiers, on coupe les compteurs ou les lignes. Voilà, c'est des cas d'usage que l'on va travailler. Juste pour rappeler également que cette croisée des chemins, elle est liée à l'évolution du marché et autour des wallets, des paiements qui sont installés autour des mobiles, mais aussi des impulsions institutionnelles, puisque comme vous le savez, le paiement instantané, l'Instant Payment, est né de l'ERPB, de l'Euro Retail Payments Board en Europe, et qu'il est aujourd'hui déployé au travers les instances domestiques. Et en France, c'est le Comité national des paiements scripturaux qui est chargé de sa mise en œuvre, comité pour lequel j'étais vice-président pendant quelques années. Très rapidement, vous rappelez que c'est un moyen de paiement qui se processe en 10 secondes en interbancaire, pour un montant maximum de 15 000 €, accessible 7 jours sur 365. C'est quand même une vraie révolution, parce qu'aujourd'hui, les moyens de paiement n'étant pas vraiment en temps réel, pour certains commerçants, de processer des moyens de paiement le samedi, c'est dénouer des opérations au plus tôt le lundi, voire le mardi. Et puis, évidemment, ça repose sur un scheme qui peut être pan-européen. En France, c'est peut-être qu'on va en parler un petit peu, qui va lancer le sujet, mais pas que. Pour autant, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un service optionnel pour les banques. Et donc, pour être atteignable et pour pouvoir émettre un moyen de paiement instantané, il faut que la banque concernée soit inscrite au scheme. Et la banque du bénéficiaire. Les deux banques. Ouais. Si je dois te faire un paiement instantané pour le resto qu'on n'a pas fait ce midi, il faut que ma banque soit, et c'est le cas, le Crédit Mutuel, sur le scheme. Et il faut que ta banque, ce qui est le cas, le CIC, soit adhérente au scheme. Ça, c'est un schéma que je pense que vous avez tous vu au travers de la commission monétique que j'ai pu présider quelques années à la FTE et dans d'autres endroits. Juste, je veux revenir sur ce petit point, parce qu'il y a quand même des points encore à travailler. Hein. Quand on dit le 10 secondes en interbancaire, hein, on voit bien que c'est entre la banque du bénéficiaire et la banque donneur d'ordre.
Mais dans tous ces formats, il y a encore des choses à standardiser, notamment, et on l'avait vu depuis le début, c'est toute la partie notification, bénéficiaires, notamment émetteurs. Et puis un autre élément qui est important à prendre en compte, c'est qu'il y a des time-out, et que le time-out est de 20 secondes. Donc 10 secondes en vente à distance, bah, ça peut être sympa. De personne à personne, ça peut être sympa. En proximité, si un jour on y pense, et on y pense, c'est moins sympa, surtout si le time-out est de 20 secondes. Juste pour vous donner un petit éclairage de ce qui est retenu au niveau interbancaire, en tous les cas pour le moment sur la place française, c'est que les CSM ont démarré. Pas qu'en France, hein. France c'est STET, hein. Ça a démarré, hein. Chambre de compensation à dimension pan-européenne, comme vous le savez, puisque vous utilisez déjà des moyens de paiement CEPA pour certains d'entre vous. Pour autant, il y en a d'autres aussi qui ont lancé leur propre CSM. Je pense à Target avec Tips, et puis ABE avec Artewan, qui sont aujourd'hui en live. Et ça, c'est important, puisque en fonction du scheme que les banques vont retenir, bah, il y aura des rebonds ou pas si les moyens de paiement sont échangés entre un émetteur et un bénéficiaire situé dans l'espace CEPA. Je continue, tu veux en parler un petit peu? Bon. Tu parles tellement bien. Il est sympa, c'est pour ça que c'est un ami. Bah, le paiement instantané au service des entreprises, bah, c'est déjà en prod, en tout cas pour la banque que je représente aujourd'hui, depuis décembre 2018, via les espaces de banque en ligne. Évidemment, on travaille ces sujets sur des parcours clients. Parce que les cas d'usage, on les connaît tous, c'est le P2P, le B2C, le B2B, le C2B. Quand on a dit ça, on a tout dit, et maintenant, il faut les mettre en application. Et les mettre en application, c'est les adapter dans des parcours clients bien spécifiques, et d'étudier avec les corporates, quand c'est elles qui sont concernées, comment on intègre ce moyen de paiement dans un canal complètement digitalisé, et de fait le rendre le plus fluide possible. Donc évidemment, on va le travailler aussi pour nos propres besoins, côté affacturage, recouvrement. C'est aussi des cas d'usage qui sont remontés par nos clients, notamment pour digitaliser les parcours clients qui ne le sont pas aujourd'hui. Tout à l'heure, je disais en introduction, finalement, on sait, nous, trésoriers d'entreprise. En même temps, quand on a passé 30 ans dans la trésorerie d'entreprise, c'est pas un métier qu'on oublie. Quand on est trésorier d'entreprise, on sait très bien que quand le moyen de paiement est manuel, qu'il est mal processé, ça impacte directement le parcours client. Donc ce qu'on va chercher à faire, là, c'est atténuer les dysfonctionnements qui peuvent intervenir dans ces parcours clients. Et on pense aux cas d'usage qui peuvent très clairement venir solutionner un litige ou quelque chose. Donc le cas le plus cité par nos clients, c'est le remboursement par lettre chèque. Ça, c'est un sujet, ça coûte cher, c'est complètement manuel, pas dire que ce soit automatique même si c'est une imprimante qui édite des fichiers. Et puis tout ce que ça processe derrière, c'est-à-dire la fraude, etc., etc. Et puis quoi de pire que d'annoncer à un client qui est mécontent du service, ben donnez-moi votre adresse parce que j'ai pas accès à ma base là, et puis je vous ferai une lettre chèque dans 15 jours quand sera suivi tout le process. Donc évidemment, il y a des cas où ça peut être extrêmement intéressant de passer sur du paiement instantané, aussi dans d'autres cas pour faire de la fidélité, et puis pour les assurances par exemple, indemniser les clients le plus rapidement possible. Pour les particuliers, là c'est un sujet que l'on travaille au travers des banques. Vous avez vu sur le slide précédent qu'au niveau interbancaire on a retenu Pélib. Et Pélib, pour l'utiliser dans les mouvements de personne à personne, c'est un des cas d'usage que l'on a pensé extrêmement intéressant, notamment pour permettre au grand public de se familiariser avec ce nouveau process, ce nouveau moyen de paiement finalement. Et évidemment, par la suite, ça sera ce qui a été dit également sur le précédent slide, mais que je ne vous ai pas forcément remonté, c'est qu'on pense aussi utiliser Pélib dans les relations C2B. Des cas d'usage que l'on aurait pu citer, c'est aussi le recouvrement.
Je coupe une ligne, je coupe un service, et le seul moyen que j'ai, c'est de recouvrer par un appel téléphonique. On sait que contacter un client par téléphone pour recouvrer une créance, c'est pas déjà simple dans la relation commerciale. Mais ce qui est encore un peu plus compliqué, c'est de gérer l'encaissement finalement par un moyen de paiement, avec les contraintes que ça peut apporter, notamment au travers de PCI DSS, si c'est la carte, etc., la protection des données, etc. Donc les parcours digitaux autour de ces cas d'usage sont extrêmement intéressants. Je vais dire deux mots. J'ai fait vite parce que je me suis dit qu'après tu n'allais pas avoir tant de paroles et tu allais me le reprocher. Donc on prend un exemple justement de l'intégration d'un paiement instantané dans un système justement de paiement avec TMS pour donc des clients, par exemple en fait les assureurs ou bien les fournisseurs de services type électricité, gaz ou bien tout ce qui est détaillant. Donc dans le système de paiement, on initie en fait le paiement, donc il passe sans workflow justement de validation, parce que justement en fait dans des environnements tels que vous les connaissiez en France, c'est vrai que le paiement instantané aujourd'hui a pour objectif d'être exécuté en 10 secondes, sauf que évidemment vous aurez toujours un signataire qui mettra 3 jours à signer en fait le paiement, donc c'est un problème à régler, cette histoire de workflow, de validation et de signature en fait du paiement, donc, parce qu'il est évident que, je suppose, dans votre contexte, un paiement ne pourra pas partir sans validation, donc il ne suffit pas qu'un opérateur le saisisse pour qu'il parte en banque et paye justement le bénéficiaire. Donc c'est un problème qu'il va falloir régler dans vos process. Une fois validé, donc ça part en banque, ça part par la chambre de compensation pour atteindre en fait le client d'une façon instantanée, plus ou moins, et régler des problématiques justement de remboursement urgent de clients ou tous les cas d'usage qu'a décrit Christophe. Alors en effet, ce slide est intéressant parce que, comme on le précisait à l'instant, l'idée c'est aussi de travailler des cas d'usage où on va processer de multiples ordres. Quand on parle de remboursement client pour des corporates assez importantes, c'est des fichiers qui comportent plusieurs centaines parfois d'ordres de paiement. Et là, le principe du paiement instantané, c'est de dénouer dans les 10 secondes. Donc le principe, c'est certainement le plus simple, c'est de mettre en place des web services. Mais ça, c'est bien quand on est derrière un desk, qu'on reçoit un client et qu'on veut, on veut encore une fois atténuer la relation et déclencher le paiement tout de suite. En revanche, quand on a à processer des paiements de masse, on va plutôt réfléchir à des solutions qui permettent aux corporates de véhiculer et d'envoyer les fichiers de manière sécurisée aux banques. Et là, pour le coup, on va plutôt réfléchir à des systèmes d'API. Et là aussi, ce que dit Imad est extrêmement important, c'est que dans les workflows des entreprises, on fait tout ce qu'il faut pour séparer les fonctions et aussi pour emporter et pour envoyer des fichiers signés par une personne habilitée. Donc là aussi, il y aura des sujets, on a parlé IBAM ce matin dans un autre atelier, mais on aura aussi des sujets à travailler autour de comment j'envoie, est-ce que je dois envoyer de la signature, et si oui, comment je l'envoie, et comment je processe les fichiers de manière unitaire, tout en recevant des fichiers qui comportent de la masse, et tout ça en respectant les 10 secondes. Donc s'ajoute à ce problème, justement, en fait, en tant qu'éditeur, s'ajoute le problème technique, parce que tout ça, justement, ne tourne pas tout seul. Il faut de la technique derrière. Donc Christophe a parlé des API, justement, qui sont appelés par nos systèmes pour exécuter les paiements. Aujourd'hui, c'est dommage, le monde bancaire ne s'est pas mis autour de la table pour décider d'un protocole unique pour processer les instant payments. Je parle techniquement, hein, donc pour ces web services, justement, en fait, aujourd'hui, chaque banque est en train de travailler dans son coin sur un web service
propriétaire. Donc, ce qui fait qu'en tant qu'auditeur, aujourd'hui, on se retrouve on a commencé avec une première banque, on va attaquer une deuxième banque, une troisième banque, et les 3 API qu'on est en train de développer sont complètement différentes. Et il n'y a pas eu ce travail en amont entre les banques pour définir un protocole unique avec ce qu'on appelle une signature unique, en fait, pour les API, et pour que l'éditeur, une fois il a développé justement ce web service, marche avec toutes les banques. Donc là, c'est un problème aujourd'hui pour nous, c'est que ce boulot doit être fait banque par banque. Ça assure un peu de boulot, il faut le voir comme ça. Je vais insister aussi sur le CSM, parce que vous avez très bien compris que STET, qui est le CSM français à dimension pan-européenne, doit aussi communiquer avec les autres, c'est-à-dire TIPS notamment. Donc là aussi, il y aura des passerelles. Si un jour vous travaillez ce sujet, et le conseil que je vous donnerai tout de même, c'est de regarder sur quel CSM vos banques sont reliées, notamment sont adhérentes, notamment si vous avez à faire des paiements instantanés en dehors de la France. C'est important. Donc un peu, bon, pour le trésorier, je ne vais pas t'apprendre le métier du trésorier. Bon, connaissance plus rapide des flux entrants que via les RDC, mais pour le moment, bon, les flux entrants, comme ce sont des flux qui ne dépassent pas les 15 000 €, à mon avis, le trésorier s'en fiche un peu. Demain, quand l'instant payment pourra concerner des montants plus importants, là, ça deviendra intéressant parce que justement, en fait, qui dit instant payment dit aussi reporting vers le bénéficiaire. Donc, il aura automatiquement cette espèce de pseudo intraday qui va lui dire qu'un paiement entrant est arrivé sur son compte. Bon. Mais là, avec 15 000 €, ça n'avancera pas. Mais a priori, d'après ce qu'on dit, c'est que ce montant maximum va évoluer jusqu'à un jour peut-être ne plus exister. Moi, je serais un peu plus mesuré là-dessus parce que je viens d'une grosse corporate quand même. Quand on processe des paiements de masse, tout de suite, ça fait du volume. Et même si le montant n'est pas de 15 000 €, ça peut très rapidement impacter la gestion de trésorerie. Et je pense que ça va être aussi un nouveau défi pour le trésorier d'entreprise. J'ai certains de mes anciens confrères qui n'aiment pas trop le terme, mais on tend quand même vers la trésorerie en temps réel. Qu'est-ce que ça a comme impact? On parle d'intraday aujourd'hui, c'est des choses qu'on maîtrise avec les MT, etc. Comment on gère ça avec le paiement instantané? C'est quand même des points à vérifier. Je pense qu'il ne faut pas se limiter. Il faut regarder l'angle client, consommateur et dans la relation commerce-client au sens large. Pour autant, il ne faut pas non plus mettre de côté tous ces aspects liés à la gestion de la trésorerie, au suivi des flux, comment je comptabilise mes données. Là aussi, on parle de flux digitaux. Mais la dématérialisation, on connaît. Quand on parle de paiement par virement reçu, on travaille de CAMT 54. Demain, qu'est-ce que l'on va travailler? On comptabilise le CAMT 54. Demain, est-ce qu'on comptabilise la notification? Si un jour elle est normalisée, comment on la traite, etc. Comment on traite les doublons? Je pense qu'il y a plein de sujets à travailler sur lesquels je planche de manière assez sérieuse. Et c'est pas simple parce que tout ça découle aussi du parcours client et comment on intègre ce moyen de paiement dans les différents canaux que l'on a à disposition pour traiter ces flux avec nos clients. Le point suivant qui est quand même important, c'est qu'il n'y a plus de problématique de cut-off avec les paiements instantanés. Donc on peut payer, comme tu l'as dit tout à l'heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc si on a un paiement urgent, on n'a plus cette problématique de cut-off, comme quoi il fallait l'intégrer dans un batch avant, je sais pas, 14 heures ou 15 heures selon vos négos bancaires. Donc là, plus de cut-off, on exécute un paiement comme on veut et il n'y a plus cette problématique de valeur J, valeur J plus 1, etc. Ça, c'est aussi un point qui impacte la gestion de la trésorerie parce que dans l'optimisation du BFR, comment régler le plus tard possible sans être en retard? Ça peut être une solution. Alors évidemment, on a cette limite de 15 000 €, mais dans certains cas, c'est largement suffisant, hein, clairement.
Et dans les cas d'usage justement en fait que tu as cité, évidemment, ça supprimera petit à petit les chèques, qui fait quand même qui fait faire des économies assez considérables à pas mal de sociétés françaises, donc, puisque les chèques quand même ont un coût qui dépasse parfois le montant du chèque lui-même, donc ce qui fait que les supprimer va faire des économies incroyables aux entreprises. Et surtout le dernier point, mais tu en as parlé, juste je le rappelle, la fidélisation en fait du client, parce qu'évidemment en fait si très souvent en fait on paye comme ça en urgence, donc du coup par l'instant payment, un client qui n'est pas content, et le fait de le payer en instantané et qu'il constate que le paiement est arrivé sur son compte, on le récupère en fait, on le récupère et on le perd pas. Alors qu'en fait, si on le paye par chèque, comme l'a dit Christophe, et qu'il reçoit son chèque 2 ou 3 semaines après, en fait, c'est largement le temps nécessaire pour qu'il aille ailleurs. C'est aussi un sujet qui est regardé de très près par des corporates, des commerçants, notamment pour cet effet waouh dans une relation commerciale ou pour décrocher un contrat ou quelque chose. On passe de la fidélité où on fait une avance, où on paye quelque chose. Et ça, très clairement, c'est des cas d'usage extrêmement intéressants parce qu'on voit que le moyen de paiement est complètement intégré dans ce parcours client dont j'essaie de vous parler depuis tout à l'heure. Et il est complètement, finalement, complètement invisible. C'est-à-dire que on apporte de manière instantanée une solution à un problème lié ou à un problème ou à une relation commerciale de manière instantanée et qui provoque et qui devrait provoquer cet effet que tout le monde dit effet waouh. Je pense qu'on a fini, non ? Donc quelques cas justement d'utilisation. En fait, pourquoi on parle d'assurance ? Parce que nous, en tant que fournisseurs de pas mal de clients assureurs, en fait, ce sont les premiers qui ont commencé à nous parler justement en fait d'instant payment pour des remboursements clients, etc., etc. Donc, et on en a rencontré quelques-uns qui sont vraiment en fait très très intéressés par cette histoire de paiement, peut-être pas instantané, parce que évidemment en fait payer en 10 secondes. Entre nous, ça ne sert à rien. Si on arrive à payer en moins de 5 minutes, en moins de 10 minutes, c'est déjà pas mal. Donc, en fait, les assureurs, aujourd'hui, sont très, très intéressés par l'instant payment et ce sont les premiers qui se manifestent pour le réclamer. La grande distribution aussi, bien sûr, puisque quand vous achetez quelque chose, très souvent, j'espère moins souvent que ce que je dis, vous renvoyez votre article ou bien vous revenez au supermarché pour vous faire rembourser. L'instant payment permet d'avoir un remboursement immédiat dès que vous avez rendu l'appareil ou bien la marchandise que vous avez achetée. Et là, c'est quand même beaucoup plus agréable qu'attendre en fait, un chèque ou un virement qui risque d'arriver plusieurs semaines après. Donc la grande distribution aussi est vraiment en fait, un bon client des instant payments. Sinon, les entreprises, bien sûr, quelle que soit l'entreprise, pour virement de salaire, c'est peut-être pas le virement de salaire, mais par exemple un solde tout compte. Donc c'est un solde tout compte payé immédiatement quand le salarié s'en va. Donc ça, c'est hyper intéressant. La note de frais, donc le salarié qui avance de l'argent à son entreprise, c'est pas très très bien. Le rembourser immédiatement, c'est quand même un peu mieux. Très clairement, le solde tout compte, c'est un cas d'usage qui est assez explicite, puisqu'on remet un solde contre la signature du solde de tout compte. Et donc, le fait de sortir le chèque prouve à la personne qui est licenciée que bien touché son solde. Là, très clairement, quand on parle de remplacer le chèque par un moyen de paiement alternatif, c'est bien le paiement instantané. Sur le paiement des salaires, sur le virement des salaires, on a eu des cas d'usage qui ont été remontés avec la retenue à la source, par exemple. On dit, on a quelques difficultés à émettre nos fichiers. Pouvoir utiliser le paiement instantané pour rattraper un retard ou un dysfonctionnement technique, c'est aussi des cas d'usage qui s'avèrent je suis moins pessimiste que toi, donc un solde tout compte, c'est pas en cas de licenciement uniquement. Hein. C'est quelqu'un qui peut partir, il a son solde tout compte. Hein. C'est vrai. D'accord. Tu as raison. Je pense que c'était le dernier slide. Voilà, donc on a un peu plus de 5 minutes pour des questions-réponses, si vous avez des questions. Je voulais savoir pourquoi c'était le déplafonnement.
Donc, si vous n'avez pas entendu la question, à quand le déplafonnement des instant payments? Je laisse Christophe se lancer. Non, mais c'est une question à laquelle je n'apporterai pas de réponse très claire. En fait, les banques vont avoir, chaque PSP, au sens de la DSP2, aura son approche par les risques sur le montant, tout comme aujourd'hui, pour chaque moyen de paiement, hein, selon la carte que vous n'avez pas le même encours, vous n'avez pas le même profil. Les banques réagissent par une approche par les risques. Pour le coup, je pense que aussi au niveau domestique, je pense que ce plafond, c'est un peu comme il s'est passé dans d'autres pays européens. Il a été augmenté une fois que le système a été lancé, qu'il a fait ses preuves et que tout se passait bien. Je pense vous donner une date sur le déplafonnement, je ne saurais pas dire. Et je ne sais même pas à quelle hauteur il pourrait être déplafonné. Est-ce qu'on parle de 20 000 euros, 100 000 euros je ne sais pas dire. D'autres questions? En fait, vous aviez tous la même question, c'est ça? Tu dois les impressionner, c'est tout. Oui. Il me semble que vous n'avez pas parlé des clients de la distribution qui pourraient payer directement en caisse avec une fixation sur la caisse de l'arrivée des fonds. Pourquoi on ne pourrait pas payer ça à la caisse? On n'en a pas parlé, mais on en a parlé un petit peu. Ce qu'on dit, c'est que, évidemment, ces cas d'usage, ils sont adressés au travers le mobile. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, 10 secondes en vente à distance, c'est pas mal. Mais on parle, ce qui intéresse le commerçant aujourd'hui, c'est la fluidité. Et notamment dans le passage en caisse. Donc si les délais de traitement, c'est du 10 secondes en caisse, moi personnellement, j'y crois pas personnellement. En revanche, rien n'exclut et évidemment, c'est un moyen de paiement qui devrait être processé, quel que soit le canal. Et de manière, j'allais dire, omnicanal. On peut tout aussi bien imaginer un paiement instantané en web comme en proximité. Et on peut tout aussi bien imaginer ce qu'on fait sur la carte aujourd'hui, un web to store en paiement instantané. Ouais, complètement. Après, tout dépendra des parcours. C'est là où j'insiste sur le parcours client. Pour passer un paiement instantané en magasin, en caisse, je pense qu'il faut réellement réfléchir au parcours client pour justement garder cette fluidité et les systèmes d'acquisition de ce moyen de paiement. Est-ce que c'est un QR code? Est-ce que c'est autre chose? Et puis, il faut 10 secondes, c'est très très long. Évidemment, ça paraît court pour le traitement d'un virement, mais 10 secondes, c'est très très long. Vous imaginez à la caisse d'un supermarché un samedi après-midi, si à chaque fois en fait, on passe, en plus de l'acquisition justement des marchandises qu'a acheté le client, passer 10 secondes pour faire le paiement, il n'y a plus personne qui ira dans ce supermarché. Je travaille certains sujets. Et notamment sur le paiement sans contact, on se fixe comme limite 3 secondes. Et au-delà de 3 secondes, c'est juste pas possible. Dans le parcours client, c'est pas acceptable. En tout cas, nos clients ne l'accepteront pas. Et c'est normal. Là, dans la grande distribution, en plus, il y a un vrai sujet de fluidité aux caisses, quoi. Ça, c'est un vrai sujet. On vous remercie d'avoir été très attentif. Merci pour votre attention.